Bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas de sujet que j'avais particulièrement envie de traiter. Du coup, je me suis dit que j'avais pas trop envie de vous proposer un contenu à moitié travaillé avec un sujet pas passionnant et qui me passionne pas. Je pense que ça allait se voir directement à travers la caméra. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Déjà, premier truc spécial, c'est que je n'ai aucun texte. C'est-à-dire que là, je suis en impro total, donc ça risque d'être assez catastrophique au niveau de l'élocution. Deuxième chose, c'est un concept qui ne rentre pas du tout dans ce que je fais d'habitude, parce qu'en fait, j'avais envie que vous appreniez un peu à me connaître, qu'on apprenne tous ensemble à se connaître. Voilà, je me suis dit, ça va être passionnant, je vais vous raconter qui je suis, où je vais... Non, en vrai, comme j'ai pas les réponses à ces questions-là, je vais vous parler de toute autre chose. Alors, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que avant le Covid, je voyageais beaucoup. J'adorais voyager, c'était hyper important pour moi de découvrir de nouvelles cultures. De découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouveaux paysages, de partir à l'aventure en fait. Et la dernière fois, je repensais à des anecdotes qui me sont arrivées en voyage et je me suis dit que ça pourrait être grave intéressant à raconter. Et ça en dit beaucoup sur moi, vous allez voir. Et je pense que c'est mieux que je vous raconte ces histoires sans trop vous raconter de choses sur moi. Vous allez de vous-même comprendre le type de personne à qui vous allez avoir affaire. Je vous demande d'être indulgent parce qu'il y a quand même des anecdotes où vous allez vous dire cette fille est débile. Genre vraiment, genre ce n'est pas possible d'avoir réagi comme ça. Eh bien si, c'est possible, puisque je l'ai fait. Cette intro interminable est enfin terminée. On va pouvoir commencer, je vais vous raconter 3 anecdotes, et je garde la meilleure pour la fin, évidemment, évidemment. Première anecdote. Pour contextualiser les anecdotes, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, je voyage la plupart du temps avec ma meilleure amie, avec qui j'ai l'habitude de voyager. Vous savez, quand on voyage, on se retrouve souvent confronté à des émotions, à des sentiments, à des situations compliquées, et on est quand même content de pouvoir voyager avec des personnes qui nous correspondent et qui ont le même sens du voyage et de la découverte que nous. Du coup, je voyage souvent avec la même personne, et d'ailleurs ces 3 anecdotes sont arrivées avec cette personne. Je vais illustrer à chaque fois mes propos avec des vidéos que j'ai tournées moi-même ou des photos. Commençons. Donc la première anecdote, ça s'est passé en Norvège. Donc la Norvège, c'est un pays magnifique, avec des petits villages trop beaux, des grands fjords. Et nous, on décide d'aller en Norvège en juillet. Avant d'y aller, on nous avait parlé d'une montagne, d'une randonnée hyper connue là-bas, qui s'appelle Trolltunga, ce qui veut dire la langue du troll en norvégien. Et en gros, c'est une espèce de rocher qui se trouve en haut d'une montagne et qui surplombe le fjord en fait. On nous parle de Trolltunga, on nous dit c'est une randonnée exceptionnelle, c'est une randonnée à faire une fois dans sa vie. À la fin, il y a vraiment ce rocher qui surplombe le lac, qui surplombe le vide en fait, et c'est absolument incroyable à voir. Donc nous, directement, on est hyper hypé par le truc, on se dit mais trop bien, exactement, c'est exactement ce qu'on veut faire, on voulait s'initier un peu à la randonnée, donc c'est parfait. Avant de partir, on se dit quand même, il faut se préparer pour une randonnée. On achète des bonnes chaussures, on achète une gourde, un leggings pour pouvoir être à l'aise. Bref, on achète du matériel pour être prêt physiquement le jour J. Sauf que c'est quand même important de se dire que c'est très bien d'acheter du matériel. En revanche, c'est aussi bien de se préparer physiquement. Or nous, on n'avait pas saisi le principe de randonnée, je crois. On avait compris qu'il fallait donc marcher sur une longue période et sur une longue distance. Et on s'était dit, bon bah on va marcher quoi, ça va aller, on va mettre des chaussures, on va marcher. Enfin, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Là, je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait de la randonnée doivent se dire, vous êtes un peu bête. Et vous auriez évidemment raison de vous dire ça. Nous, on part avec notre petit équipement, sans aucune connaissance de la randonnée, de la montagne, ni même aucune capacité sportive, parce que ça ne se voit pas là, mais je fais 0 sport, je suis nulle en sport, c'est pas mon truc quoi. La randonnée s'étale sur 30 km. Et avant de partir, on voulait quand même savoir où on mettait les pieds, du coup on avait posé des questions aux locaux en mode est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est dur, est-ce que physiquement on va y arriver. Et les locaux nous avaient dit en vrai c'est pas trop dur, c'est pas trop physique, par contre vous allez voir, c'est très long. On se rend pas compte de ce que ça veut dire long, souvent. Par exemple, être dans la salle d'attente d'un dentiste, c'est long. Les pubs avant Koh-Lanta, c'est long. Mais Trolltunga, c'est pas long. C'est inhumain. Donc nous, on se dit, 30 km, ça doit faire, il disait, entre 10 et 12 heures de marche. On va carrément pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais pour faire l'aller-retour dans une journée, il faut partir le matin. Bah oui. Nous, on a un petit problème avec les horaires. Avec ma pote, on part beaucoup trop tard par rapport à l'heure où on était censé partir. On arrive, il n'y avait plus de place dans le premier parking, plus de place dans le deuxième, du coup on se retrouve tout en bas. Et en fait on se rajoute du coup une randonnée supplémentaire pour accéder au point et au début de la randonnée. Vous allez me dire déjà, ça commence mal. Oui, ça commence mal, mais vous allez voir, ce n'est que le début. Donc comme je vous le disais, nous n'avons aucune connaissance en montagne. Et on part beaucoup trop habillés, parce qu'on s'est dit en fait la montagne il fait froid, donc il va falloir s'habiller chaudement. Sauf que c'est complètement con, on est en juillet.
en juillet. Il faisait 30 degrés. On commence dans notre parking et là il y a des espèces de lacets en fait qui montent jusqu'au début de la randonnée. Et on a la possibilité de payer une espèce de navette qui peut nous emmener directement au début de la randonnée. Sachant que les lacets font 4 km. Franchement, 4 km de plus, 4 km de moins, ça va rien nous changer. Donc autant commencer la randonnée dès maintenant. On avait une confiance en nous complètement exagérée. On se retrouve avec nos vêtements beaucoup trop chauds, on est obligé de les enlever, donc on a un sac qui commence à peser super lourd. Ensuite ma pote elle commence à avoir très mal au ventre. Du coup on est obligé de s'arrêter toutes les 4 secondes. On a déjà du mal à monter avec nos sacs, on a déjà à moitié bu toute l'eau, le soleil qui tape, on n'a pas de crème solaire. On arrive au début de la randonnée et là commence notre enfer personnel en fait. C'est-à-dire que tout est en montée, tout est super glissant. Ma pote qui a acheté des chaussures de randonnée juste avant de commencer capte que ces chaussures-là sont trop petites pour elle. Heureusement, elle avait pris des chaussures de rechange et elle se retrouve avec des vieilles Nike avec aucune semelle. Elle se pète la gueule à chaque instant en essayant de monter sur les rochers, c'est terrible. Psychologiquement, je veux pas me vanter, mais j'étais vraiment le rock du groupe. Parce que l'autre, elle avait vraiment laissé tomber l'idée qu'on y arrive en fait. On faisait des pauses toutes les 24 secondes. Si elle m'entend dire ça, elle va me tuer, elle va me dire « Mais non, c'était toutes les 10 minutes !» Bref, c'était beaucoup trop de pauses, ok? On n'avançait pas du tout. Il y avait des gens qui nous dépassaient en courant, on était là « Mais c'est pas possible !» Mais pourquoi? Mais comment ils courent? T'avais des vieux qui étaient déjà sur le chemin du retour, on n'était même pas à la moitié de l'allée. C'était terrible, terrible. De sentiments d'impuissance et de nullité qu'on ressentait. Puis le soleil qui tape, je suis blanche comme un cul, moi le soleil m'agresse assez régulièrement. Sur le chemin, il y a pas mal de gens qui m'ont proposé des biscuits, de la crème solaire, et je comprenais pas trop pourquoi tout le monde avait décidé de m'aider soudainement. Je l'ai compris à la fin, ça vous allez voir. Je pense qu'il y a des gens qui ont sûrement dû faire Trolltunga et qui regardent cette vidéo et qui doivent se dire mais c'est pas si compliqué. Bah en fait ça dépend pour qui. Et pour nous c'était vraiment très dur. Mais ce qui nous aide à tenir c'est les paysages. Les paysages sont incroyables. Bref, on arrive enfin au fameux Trolltunga, au fameux rocher du troll, après donc 6 heures de marche à peu près. On arrive là-bas, il y avait facile 1 heure de queue pour prendre la photo sur le rocher. On faisait pas tout ça pour une photo. Mais c'était quand même important pour nous, après avoir fait tout cet effort, de monter sur ce fameux rocher. Enfin je pense que vous comprendrez. Mais sauf que là on voit la queue, on se dit mais en fait si on fait la queue pour faire cette photo, on n'aura jamais le temps de faire le chemin du retour. Vu le temps qu'on a pris à l'aller, on va rentrer dans la nuit et ça va être super dangereux. Et du coup, on prend la décision de ne pas faire la photo, de ne pas monter sur ce rocher. Donc en gros, là, si je résume la situation, on a fait quand même 30 km de randonnée pour atteindre un point sur lequel on n'est pas allé. La descente est beaucoup plus facile que la montée, mais quand même très difficile parce qu'on tape sur les genoux, sur les chevilles. Sachant qu'en montée c'était déjà très raide, en descente il faut faire très attention à pas mal tomber pour pas glisser et pour pas se casser la gueule. Et là on voit la nuit arriver petit à petit, on commence à essayer d'accélérer. On se retrouve sur la route enlacée à la fin, et on se dit bah on va pouvoir faire du stop pour descendre. Aucune voiture ne passe. Zéro, aucune. En désespoir de cause, on descend, pas trop le choix. Ma pote qui abandonne, vraiment qui s'assoit au bord de la route et qui me dit « Pars sans moi, je ne peux pas continuer, je te rejoindrai plus tard. » J'étais là mais... Évidemment, je te laisse, j'en ai rien à foutre. C'est complètement aberrant, évidemment, que je ne l'ai pas laissé là. Même arrivé en bas des lacets, c'était pas fini pour nous. Parce qu'on s'était garé au 3e parking, donc le parking le plus bas. Donc on se dit, on va quand même trouver une voiture qui va pouvoir nous descendre jusqu'au 3e parking. Donc ma pote qui prend une meuf un peu au hasard et qui lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire descendre jusqu'au 3e parking, il y a juste quelques kilomètres, s'il vous plaît. Et là, la meuf répond, non, il y a plus trop de place dans la voiture. Il y avait de la place dans la voiture. Et là, la meuf se tourne, elle voit mon visage, et elle fait, ouais, si, en fait, on va vous descendre, vous inquiétez pas, montez et tout. Ok, qu'est-ce qui se passe, genre, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Et là, je vois ma tête dans le rétro. J'ai été brûlée, en fait, par le soleil, j'ai pris une énorme insolation, c'est pour ça que j'avais aussi la tête qui tournait. Et c'est ce qui nous a sauvés sur ce moment-là, ce moment où elle m'a vu et elle s'est dit, si je les descends pas, la meuf va tomber dans les pommes dans l'heure qui suit. La morale de cette histoire, c'est faites Trolltunga. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau dans ma vie, honnêtement. Donc vraiment, ça vaut le coup. Mais préparez-vous. La deuxième anecdote se passe en Afrique du Sud. Qui dit Afrique dit safari. Pour ceux qui connaissent, on décide d'aller visiter le parc Kruger, qui est un énorme parc qui fait à peu près la moitié de la taille des Pays-Bas. C'est un des seuls safaris au monde où tu peux utiliser ta propre voiture et tu peux te balader toi-même dans le parc sans avoir besoin d'un guide. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, c'est toi qui te retrouves en cage dans ta voiture et les animaux qui sont en liberté autour de toi. Donc c'est quand même un parc immense où les distances en voiture peuvent être facilement très longue. Cette histoire se passe toujours avec ma meilleure amie. Il faut savoir qu'elle a le permis, mais que je ne lui fais pas du tout confiance pour conduire, donc c'est moi qui ai conduit la plupart du temps. Du coup, on partait de Johannesburg pour aller à Kruger. On devait arriver absolument avant 16h à l'entrée du parc. Pourquoi? En fait, il y a des espèces de zones dans le parc, qui sont des zones d'habitation, qui sont fermées en fait avec barbelés, grillages, etc. pour pas que les animaux rentrent à l'intérieur. Et ces zones-là, elles ferment à 18h. Et nous, on avait calculé qu'en arrivant à la porte de Kruger à 16h, et ben on arriverait à peu près à 17h30 à la zone d'habitation. Après, ils ferment les portes et tu dors au milieu des lions.
Évidemment, vous commencez à nous connaître, on est parti en retard, première étape. Ensuite, on a voulu suivre le GPS qui nous a fait prendre un raccourci. Ce GPS nous a fait sortir de l'autoroute. On avait une vieille voiture, une espèce d'Hyundai un peu pourrave, super basse, où tous les cailloux tapaient en dessous de la voiture. Vraiment, il n'y avait rien autour. Et on a roulé pendant des heures. Et le problème, c'est qu'on roulait à 10 km/h à peu près, parce qu'il y avait des trous partout, on s'enfonçait dans les trucs, c'était terrible. Et on arrive enfin à Kruger, mais avec 1 heure de retard. Donc on arrive à 17h. Et à l'entrée du parc, ils nous disent ouais, là, ça va être tendu d'arriver à la zone d'habitation avant 18h. C'est moi qui conduis, on rentre dans le parc. On se dit, si on s'arrête pas, si on trace, on devrait arriver avant 18h. Problème, déjà, il y a des limitations de vitesse, pour des raisons évidentes, parce que sinon tu peux percuter des animaux, c'est super dangereux. Et en plus de ça, c'était le coucher de soleil. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le coucher de soleil? Ça va pas vous ralentir, un coucher de soleil. Si, parce que c'était super beau. On a croisé un éléphant sur le chemin et on était beaucoup trop emballés par l'idée et on a commencé à prendre 10 000 vidéos de l'éléphant, comme si vraiment on avait tout à fait le temps de se permettre de s'arrêter 25 minutes pour prendre des photos d'éléphants. Et là, qu'est-ce qui se passe? La nuit qui tombe! Aucune lumière, nulle part. Des animaux qui commencent à se réveiller, parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui vivent la nuit. Du coup, t'es là à 50 à l'heure, dans la nuit noire la plus totale, à te dire, mais en fait, il nous reste 10 minutes pour y arriver, c'est impossible. Mais on est très optimiste et on y croit, on roule. Et jusqu'au moment où je commence à apercevoir quelque chose au milieu de la route, j'étais là, je plisse les yeux et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait des hyènes, d'accord? Des hyènes qui ont commencé à entourer la voiture. Elles étaient là, au milieu, et elles ne bougeaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas passer à côté, on ne pouvait pas passer au milieu, sinon on allait les écraser. On était bloqués, entourés de hyènes, en pleine nuit noire. On était là, il nous restait un paquet de chips et un paquet d'Oreo. On s'est dit, on peut tenir jusqu'à demain. Il était à ce moment-là à peu près 18h05, 10. C'était terminé. Bref, à un moment, il y en a 2 qui se décalent. J'arrive à passer sur le côté. Je continue en espérant qu'ils soient indulgents et qu'ils nous laissent quand même rentrer. Et là, on a eu un énorme coup de bol parce que pile poil, quand on est arrivé au niveau de l'entrée, il y avait un mec qui s'occupait du parc, qui rentrait avec son camion à ce moment-là. Et en fait, nous, avec notre petite voiture, on est passé derrière le camion comme ça, l'air de rien, et les grilles se sont ouvertes, et on a pu rentrer à 18h30 dans le plus grand des calmes. Dernière anecdote, et pas des moindres, une de mes préférées. Vraiment, pendant toute la durée de l'histoire, je pense que vous allez vous dire, mais pourquoi t'as fait ça? J'aimerais bien me justifier là-dessus. Je suis d'un naturel très optimiste, et je pense que je fais un peu trop vite confiance aux gens, alors qu'il ne le faudrait pas systématiquement, surtout en voyage. Bref, cette dernière histoire se passe dans un pays où j'ai aussi des dizaines d'anecdotes à vous raconter, mais pour cette vidéo, je vais juste vous en raconter une. Donc dans cette histoire, on se trouve en Birmanie, toujours avec ma meilleure amie, mon acolyte. Donc avec ma pote, on est à Rangoon, la capitale économique de la Birmanie. Alors moi, j'ai adoré la Birmanie, mais j'ai pas particulièrement aimé Rangoon. C'est une ville très étouffante. Vraiment, il faisait très très chaud, mais vraiment très chaud. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de trafic. C'est une ville qui te bouffe beaucoup de ton énergie, quoi. Vraiment, t'es là, t'es pas particulièrement à l'aise. Et au bout d'un moment, on savait plus trop quoi faire, crevé de chaud. On décide de se poser sur une place, à l'ombre d'une espèce d'énorme monument. Donc on était assis sur ces marches, à l'ombre, en train de parler, en train de se demander ce qu'on allait faire de l'après-midi. Jusqu'au moment où il y a une fille qui débarque de nulle part, et qui commence à nous faire ouais, bonjour, avec un anglais très approximatif. Oui, j'aimerais bien apprendre l'anglais, j'ai vu que vous étiez des touristes. Évidemment. Est-ce qu'on pourrait prendre 20 minutes pour discuter ensemble, pour que je puisse m'entraîner à parler anglais? Nous, ne sachant toujours pas quoi faire de notre après-midi, on se dit bah oui, bien sûr, évidemment. Sauf qu'elle a un anglais très mauvais. C'est-à-dire que moi, je parle pas particulièrement bien anglais. En plus de ça, j'ai un accent français extrêmement fort. Ce qui fait que du coup, nous trois, on ne se comprenait pas très bien, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on avait des discussions qui ressemblaient à Where do you live and what are you doing? University. Ah, you are in the university? Which university? Voilà. Mais en vrai, on passe un bon moment parce que moi, j'étais trop contente de pouvoir parler avec quelqu'un qui habitait vraiment là-bas. Sauf qu'en vrai, ça commence vraiment à tourner en rond. Et il y a un mec qui débarque de nulle part, lui aussi, et qui commence à s'incruster dans la conversation en mode bah, écoutez, moi j'ai fait 6 ans d'anglais et je suis birman, donc je peux carrément vous aider à communiquer entre vous. Et nous, on se dit bon bah. C'est sympa, on se fait plein de nouveaux potes, trop cool. Et il avait avec lui un petit garçon de 12-13 ans. Et du coup, pendant la discussion, il nous apprend qu'il est obligé de s'occuper du petit garçon parce que sa mère a un cancer, que du coup, il galère pour vivre, etc. Bon, au bout d'un moment, ça fait quand même 1 heure qu'on parle, on se dit, on va peut-être faire autre chose. Et du coup, on se dit, bon bah tant mieux, on a des locaux, autant leur demander qu'est-ce qu'il y a à faire autour. Et là, le mec nous fait, mais attendez, moi je connais des endroits de dingue. Je peux vous emmener à un temple avec des serpents vivants qui s'entourent autour d'un énorme arbre. Oula, j'ai tapé le micro. Il nous dit ouais, il y a un champ avec 1000 Bouddhas alignés, c'est incroyable et tout. On se dit ben trop cool, on s'est fait un pote et on va pouvoir avoir des explications d'un vrai local sur les différents lieux. Comment on peut être naïf à ce point? Non mais je vous le demande. C'est-à-dire que vous voyez la couille venir, rassurez-moi.
Parce que nous on l'a pas vu, hein, vraiment pas du tout. Du coup on commence à le suivre, lui et le petit garçon. Ils nous emmènent à un port, ils nous disent voilà, tous les lieux dont je vous ai parlé, ils sont de l'autre côté du fleuve, donc il va falloir prendre un bateau pour le traverser. Donc nous on paye la traversée, on se retrouve sur le bateau, ils commencent à nous expliquer pas mal de choses, assez sympathiquement d'ailleurs, sur l'histoire de la Birmanie, sur l'histoire du fleuve, etc. On traverse et là on débarque dans un bidonville. On descend du bateau, on marche quelques mètres dans le bidonville et on voit 3 personnes sur une moto qui nous attendent. Et là le mec il nous fait monter sur les motos. On se dit bon bah ok bah montons sur les motos. Ne me jugez pas trop, je sais que c'est évident qu'il fallait pas monter sur la moto, je le sais. Mais on est monté quand même, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait d'abord un petit tour du bidonville, on visite un petit temple assez sympa, le mec nous donne quelques explications, etc. Et là il nous dit, il faut que je vous emmène du coup au Snake Temple, qui est donc le temple avec tous les serpents. Bon moi j'ai très peur des serpents, mais j'étais assez curieuse de voir ce fameux temple. On commence à partir en moto, sachant que ma pote et moi on était séparés, chacune était sur une moto, donc on n'avait aucun moyen de communiquer entre nous, on était complètement isolés. Et on commence à rouler sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Vraiment, ça dure, je pense, 45 minutes, 1 heure. Alors là, vous allez me dire, c'est pas très long. Sauf que nous, on commence vraiment à flipper. Parce que autour de nous, il y a quasiment plus rien. Il y a des champs, il y a des bidonvilles, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Et surtout, on n'a aucun moyen de communiquer entre nous, aucun moyen de communiquer à l'extérieur. On n'a pas de réseau, pas internet. Et en fait, on se dit, à tout moment, les mecs, ils s'arrêtent, ils nous kidnappent, ils demandent une rançon, on est dans une mer de noir. Et contre toute attente, le mec nous amène réellement au Snake Temple. C'est vraiment très particulier, je pense que j'ai quelques images à vous montrer, je les mettrai là en fond. Ensuite, on va visiter le fameux endroit avec tous les bouddhas un peu partout. Là aussi, lieu assez exceptionnel. Bon, on commence à être un peu rassuré, on se dit voilà, le mec, en fait... il a grave tenu ses promesses, il nous a montré exactement ce qu'il avait dit qu'il allait nous montrer. On se dit qu'on s'est un peu monté la tête toute seule, qu'on aurait dû faire confiance à la personne, qu'on a bien eu raison, et que tout se passe pour le mieux. Mais c'était pas fini. Bah non, sinon ça serait trop simple, sinon cette anecdote serait beaucoup trop joyeuse. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Bref, la journée se termine, on remonte sur les motos, et on repart vers le bateau, puis on arrive au milieu du bidonville, ils nous déposent, ils nous disent voilà, vous avez passé une bonne journée ? On était ah oui, ça va, c'était sympa. On se doutait quand même qu'à un moment ils allaient nous demander de l'argent, ce qui est normal, dans le sens où on avait quand même utilisé des scooters, enfin des motos, et que les motos faut les payer. Et là ils commencent à nous dire alors vous avez utilisé 3 motos, du coup ça fera 90 € par personne. Pardon 90 € par moto? Déjà c'est très cher, puis en plus on a utilisé que 2 motos, on n'a pas utilisé 3 motos. Et là les mecs nous font bah si la 3e moto c'était pour le guide, il faut aussi payer cette moto. En plus on n'avait même pas tout cet argent sur nous. On essaye de négocier, de dire s'il vous plaît, on est étudiante, on n'a pas beaucoup d'argent. Ils en avaient rien à carrer. Ils commencent à inviter des potes à eux, et on se retrouve au milieu du bidonville, entouré par 15 mecs, comme ça. Va falloir payer maintenant. Honnêtement, moi à ce moment-là, je panique un peu. Du coup, je me dis, bah, je vais aller essayer de retirer de l'argent pour pouvoir les payer. Et là, ma pote, elle me regarde, elle me fait, ah bah non, mais attends, Clémence, à aucun moment on va payer, t'es sérieuse? Et j'étais, ouais, mais meuf, moi j'ai pas envie de mourir ici, tu vois. Résultat, comment se sortir d'une situation comme ça? En fait, le principe, c'est de vraiment montrer que t'as rien sur toi. Et là, du coup, on a commencé à fouiller dans nos sacs, à faire semblant de sortir tout l'argent qu'on avait. On a trouvé des dollars, des euros, un peu de tout. J'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur. Vraiment là, je méritais un Oscar. Un peu comme quand t'es dans un resto et que tu veux pas payer et que tu cherches ton portefeuille pendant 10 minutes. Putain, j'étais sûre d'avoir pris ma carte. Et du coup, on se retrouve à faire semblant de fouiller un peu partout. On sort un peu d'argent. En tout, je crois que ça faisait aux alentours de 45-50 €. Et on a réussi à s'en sortir en ne payant que ça. C'est vraiment énorme pour les prix d'Asie. Mais c'est beaucoup moins que ce qu'on aurait dû payer si on avait payé en effet 90 € par personne. Vous en doutez bien. Et ils nous laissent reprendre notre bateau, partir et rentrer à notre hôtel. La petite conclusion de cette histoire, c'est que on arrive à l'hôtel. Et là, on voit placardé à l'entrée une affiche avec marqué « Attention, ne suivez pas les pseudo-guides qui veulent vous faire visiter la ville, ce sont des escrocs. » Voilà, c'était évident, je sais pour tout le monde, hein, depuis le début de cette histoire. Mais ça valait le coup? Non. Ça valait pas le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est vraiment très différente de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'être un peu plus spontané, d'essayer de raconter des choses, parce que moi j'adore raconter des histoires, que ce soit des histoires qui me sont pas du tout arrivées, ou des histoires qui me sont réellement arrivées. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ou si ça ne vous plaît pas du tout. N'hésitez pas en commentaire à me raconter vos anecdotes de voyage aussi, ou des choses qui vous sont arrivées, où tout le monde a pensé que vous étiez complètement débile, mais en fait, quand on est dans le feu de l'action, on a du mal à prendre du recul. Je vais en tout cas vous préparer d'autres vidéos, et je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!